Viens me voir à Los Angeles, on passera Noël en famille, on fera la fête. « 1988, Hollywood est paumé entre grève des scénaristes qui va coûter près de 500 millions de dollars à l'industrie, Polar extraterrestre à la Eden et Robocop qui combat le crime. C'est assez. Amadji qui repasse à Worthy, tu me suis là? Et boum, 2 points. Et les gros bras, eux, commencent à flancher. Ce qui va les mettre à terre, c'est un film dont personne n'a vraiment entendu parler, avec une star de série télévisée et dont l'action va complètement chambouler Hollywood et sa façon de faire, remettre les compteurs à zéro et changer la face du cinéma d'action pour toujours. À l'époque, les polars ne sont soutenus que par des réalisateurs chevronnés qui continuent leur petit chemin avec des films aujourd'hui réhabilités alors que souvent décriés à l'époque par une critique en mal d'amour. Richard Donner avec son arme fatale, Walter Hill et son double détente, Eastwood et son dernier inspecteur Harry, la dernière cible, Tony Scott et le flic de Beverly Hills 2 ou Peter James et Presidio. Le polar se porte pas trop mal, mais reste sur des filons qui sont quand même très utilisés, comme le buddy movie, et ne tente rien pour se renouveler. Quelques nouveaux venus nous laissent espérer le meilleur, avec par exemple Catherine Bigelow et son futur Blue Steel, Robert Harmon et son Hitcher, bien sûr, John Dahl et son Kill Me Again. Et parfois aussi un réalisateur confirmé comme Ridley Scott qui va nous lâcher dans la gueule un putain de Black Rain. Et que les flics doivent obéir au règlement. Oui, c'est ce que mon chef arrête pas de me répéter. Mais c'est sans compter un des plus grands visionnaires du cinéma qui nous avait déjà scotché avec son deuxième film, Predator, et qui va non seulement confirmer le plus grand bien que l'on pense de lui, c'est clair, mais aussi, comme je le disais, nous asseoir, nous bifler et carrément nous infliger une coloscopie cinématographique dont on ne se remettra jamais, avec Piège de cristal, réalisé donc par ce fameux chirurgien de l'image, John McTiernan. Après son Nomads, nous y reviendrons, qui tenait de l'exercice style urbain et punk, et son Predator, qui nous lâche une des plus grandes créatures du cinéma américain, jamais vue dans une jungle étouffante et shootée comme un putain de thriller, McTi, pour les intimes, va s'attaquer au polar d'action et changer la face du genre à jamais. Produit par la Fox, Die Hard est une super production qui va donc revenir à l'antello d'Hollywood, chouchouté comme jamais, et qui va se réattaquer donc au film de genre, et comme dans son Predator, en changer les codes. Selon la légende, vu que c'est le même scénariste, Piège de cristal devait soi-disant être la suite de Commando, mais cela n'a jamais été réellement assumé. La deux-mesure est à l'honneur ici, comme si McTi voulait absolument montrer que l'on n'est pas obligé d'aimer les polars et le fantastique pour en réaliser les meilleurs films et réussir là où bon nombre se cassent la gueule. Bon Dieu de merde, qu'est-ce que c'est que ça? De son aveu, McTi va réaliser Piège de cristal en pensant constamment au songe d'une nuit d'été de William Shakespeare pour son éventail social de personnages qui basculent dans un monde sans dessus-dessous. Bienvenue à la fête, camarades! Mon Dieu! Tiré d'un roman de Roderick Thorpe, Nothing Lasts Forever, où l'action se passait sur 3 nuits et 3 jours, ce sera ici une seule nuit et à Noël pour ajouter de la féerie et remplacer des méchants terroristes plutôt stupides et très cruels par des voleurs classe et presque sympathiques, voire vraiment sympathiques. Quel est l'imbécile qui vous a élu délégué? C'est vous. Depuis que vous avez tué mon patron,
Le héros, lui, est humain avec ses nombreuses faiblesses et loin de l'archétype du héros qui marchote encore à l'époque, dont les nymphes sont bien sûr l'étalon italien Sylvester Stallone et le monolithe autrichien Arnold Schwarzenegger. Le but du réalisateur est comme dans ses deux premiers films, l'attaque d'un territoire par un ou plusieurs ennemis de l'homme, des punks fantomatiques dans Nomads, un Predator dans la jungle ou ici un immeuble, le Nakatomi Plaza. Mesdames et messieurs, je vous prie. Mesdames et messieurs. À l'instar de Predator, où notre Arnie finissait à l'état primaire couvert de boue, ici c'est notre McClane qui va finir lui en sang plein d'huile et de crasse. Mon Dieu. Jo, chérie. Dans la version allemande, les méchants se verront attribuer des prénoms américains, pour pas vexer nos amis teutons. Les acteurs non allemands d'ailleurs bafouillent des mots avec de nombreuses fautes de syntaxe et de conjugaison. Cela n'empêche pas le film d'être plutôt mal reçu par la critique à l'époque, certains disant que le film n'était pas assez noir, voire vicieux, que le héros avait du mal à émouvoir, voire que le film était stupide et primaire. Et oui. Comme souvent, quand on prend un bon gros pain dans la gueule, il faut du temps pour se remettre. C'est avec ce temps-là que le film va non seulement être réhabilité, bien sûr, mais deviendra plus que culte, un classique instantané. Aux USA, le film cartonne, il faut le savoir, il sera le 7e plus grand succès dans le pays en 1988, mais en France, il ne rassemblera qu'un peu plus de 650 000 spectateurs, ce qui n'est pas terrible, un score presque honteux même, mais il va cartonner bien sûr en vidéoclub. Pour un budget de 28 millions, le film va rapporter au final plus de 140 millions de dollars, ce n'est pas rien. Feu. La Fox va filer à McTee en guise d'immeuble Nakatomi leur propre building. Et oui, la Fox fait faire péter ses propres bureaux, ce qui est un rêve de gosse pour le réalisateur. Le choix de l'immeuble se fera même par obligation, la pré-production du film n'ayant eu que 5 semaines pour préparer le métrage. Quand on voit le résultat final, ça calme. Le film va être préparé, écrit et tourné en même temps. La scène des bris de verre et les pieds ensanglantés de McClane fut trouvée à même le tournage. Par exemple, Les vitres. et cela se verra sur quelques erreurs comme la scène du journal télévisé où un professeur y est interviewé et parle du syndrome d'Helsinki. Je pense que les otages devraient bientôt connaître les premiers stades du syndrome d'Helsinki. Au lieu du syndrome de Stockholm, ce qui ne choque pas le présentateur qui lui est plus mauvais, mais là c'est voulu en géographie. Du nom de Helsinki en Suède. En Finlande. C'est-à-dire, en vocabulaire simple, On peut aussi voir par exemple les chaussettes que porte Bruce Willis sur le toit de l'immeuble dans le final. Ou l'erreur lorsque McClane cherche le nom de sa femme sur l'ordinateur, il y voit Gennaro et quand il clique sur le bouton, ça devient Gennaro. 30e étage. Et bien sûr, ce final avec Carl, qui est non seulement mis dans un sac mortuaire par les ambulanciers, mais en plus avec son arme, bravo les gars, qu'il n'a pas en main puisqu'il finit pendu, main nue, dans la scène de la baston homérique quelques minutes avant. Les scènes à tourner étaient décidées la nuit pour le matin par McTiernan et Joel Silver le producteur et montées dans la même journée, un bordel sans nom. L'immeuble étant loin d'être achevé, les étages non terminés pouvaient être détruits. L'explosion, par exemple dans l'ascenseur ou celle sur le toit de l'immeuble, fut donc réalisée carrément en live, même si elles furent bien sûr améliorées par certains effets. McTiernan explique que pour lui, il a perdu en spontanéité ce qu'il a gagné en liberté et va pouvoir élaborer des scènes devenues mythiques, comme celle des 2 hélicoptères traversant la ville de Los Angeles la nuit. La sécurité étant la plus élaborée qui soit, les seuls gens que l'on verra dans ces quartiers seront soit des flics, des pompiers ou des cascadeurs. Moi je ne sais rien, vous allez devoir me tuer.
D'accord. Le réalisateur va s'entourer de Jeb Stuart, qui avait écrit Léviathan 48 heures de plus ou Le Fugitif. Et pour la réécriture de ce qu'a fait Jeb Stuart, on va engager Steven de Souza, que nous connaissons et adorons ici, puisqu'il a écrit bien sûr 48 heures, V la série, Commando, et fera la suite de Die Hard 58 minutes pour vivre, Running Man, Hudson Hawk ou Juge Dredd. Vous bien, je vous en prie, que rien n'a été laissé au hasard. Jean Debon sera à la photographie, il signera pour beaucoup les plus belles photos de ces années-là. Debon est arrivé aux US avec Paul Verhoeven et fera la photo des films comme Cujo, Le Diamant du Nil de Lewis Teague, La chair et le sang ou Basic Instinct du Hollandais violent, Black Rain de Ridley Scott, À la poursuite d'Octobre Rouge de McTeague ou L'Arme Fatale 3 de Richard Donner. Il réalisera Speed 1 et malheureusement Speed 2, Twister, Antise ou le deuxième Lara Croft avec Angelina. Joli costume. John Phillips de Londres. Au costume, on retrouve la fabuleuse Marilyn Van Straker, que l'on connaît aussi très bien ici pour ses costumes sur Predator 1 et Predator 2, Les Incorruptibles de Brian De Palma, Ferris Bueller au Breakfast Club de John Hughes, Roadhouse de Roddy Harrington où c'est elle qui habillait Dalton, 48 heures et la suite de ce Die Hard, 58 minutes pour vivre. Au montage, Frank J. Uriost, esthète de ce métier, qui a travaillé sur Hitcher, Robocop, Roadhouse, Total Recall, Basic Instinct ou Cliffhanger entre autres, comme si toutes les étoiles étaient alignées pour que ce gentil monde de grands spécialistes se retrouve sur le même film, un régal. McTiernan va s'engager sur les aventures de Sergent Rock en suivant, mais le film ne se fera pas, et un sous-marin russe va lui faire un bel appel du pied. C'est un réalisateur de blockbuster, mais aussi un auteur, un vrai, où chaque plan nous dit quelque chose. Richard Enlund et sa société Boss Film, après leur travail sur le SOS Fantôme d'Ivan Reitman, 2010, l'année du premier contact de Peter Iams, Vampire, vous avez dit Vampire de Tom Holland, dont je viens de parler, tout en passant sur un petit film dont je vais bientôt parler, paraît-il, Les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin de John Carpenter, va donc s'occuper des effets visuels et tout faire péter à Los Angeles. Tenez à réfléchir, moi. Espèce de salopard. Unité de lieu oblige, les effets ne sont souvent là que pour appuyer le film et ses cascades en direct. Il faut absolument que les effets disparaissent derrière l'histoire, mais réussissent à en exagérer les morceaux de gloire. Le premier de ces morceaux est la fameuse scène où McClane va jeter dans la cage d'ascenseur une chaise et des détonateurs dont l'explosion va détruire tout un étage. C'est une chaise miniature qui est filmée devant un écran bleu et la cage d'ascenseur, une maquette à la perspective forcée de 8 mètres de haut. La boule de feu qui en remonte est un mélange de naphtaline et de poudre explosif. On en réduisit la vitesse avec la caméra pour que les flammes arrivent vers nous avec une vitesse plus cinématographique. L'explosion de l'étage qui s'ensuit fut réalisée pour les bris de glace par une surimpression du vrai building et d'une maquette, ainsi que des flashs d'appareils photo pour éclairer la rue. De même, la scène des hélicoptères fut tournée avec de vrais hélicos dans la ville. Enlund et son équipe devaient par contre s'occuper du passage où les hélicoptères explosent et tombent le long de l'immeuble. Des petites maquettes d'hélicoptères et une de 5 mètres furent donc utilisées pour l'effet. L'explosion de la maquette est déclenchée par un fil connecté à la maquette qui, en tombant, déclenche l'interrupteur afin d'éviter les problèmes. Dernière scène importante à effet, c'est le final et la chute du méchant Hans Gruber le long de l'immeuble du Nakatomi Plaza.
De nombreuses chutes furent filmées au cinéma, mais celle de Gruber reste dans les mémoires. Les acteurs chutent généralement accrochés à des câbles, mais l'effet, quoique souvent convaincant, est quand même généralement pour l'œil humain assez faux. Ici, McTee et Ed Loon vont faire littéralement chuter l'acteur. C'est beaucoup plus simple. Ce sera plus spectaculaire. Il va tomber d'une dizaine de mètres et l'acteur fut donc filmé tel quel. Il atterrit bien sûr sur des matelas. La terreur de l'acteur est réelle, véritable dans sa chute, et c'est Jean Debon qui eut l'idée de faire embaucher Richard Weil, qui pouvait filmer et garder la netteté sur un objet en mouvement en connectant sa caméra sur un petit ordinateur Apple. Quatre chutes d'Alan Rickman plus tard, la scène fut dans la boîte. On va revoir ce même moment dans Last Action Hero de McTiernan, quand Arnie chute de l'ascenseur. Un trucage beaucoup plus discret et par contre sur toute la durée du film. En effet, les acteurs n'étant pas les héros qu'ils incarnent, Bruce Willis va porter des bottes de latex épousant les jambes et les pieds de l'acteur afin qu'il ne se blesse pas. La semelle était renforcée par du dacron. Willis mettait du talc pour pouvoir enfiler ses bottes et en consomme une demi-douzaine. Sur la scène du tout à la fin, on voit un petit peu quand même la chaussette qui se sort de la jambe. Tâche de trouver ma femme, je sais pas comment tu te débrouilleras. Tu lui diras de ma part. Et c'est ça que je veux que tu lui dises. Je veux que tu lui dises que John a dit qu'il lui demande pardon. Alors le roman à l'origine était la suite du roman du détective, dont un film avec Sinatra sorti en 1968. L'acteur aurait pu reprendre le rôle, mais il était beaucoup trop âgé. On cherche donc du côté de Stallone, Richard Gere, Mel Gibson ou Burt Reynolds. Puis on se lança dans des acteurs télé comme Don Johnson ou Richard Dean Anderson et oui, MacGyver. Mais un autre nom circule qui vient d'une série qui vient juste de s'arrêter. Qui se prend pour John Wayne, Rambo, Matt Dillon. J'ai toujours eu un faible pour Roy Rogers. Bruce Willis, ici en flic désabusé, macho et même un petit peu loser, mais au courage à la mesure du talent de l'acteur. L'idée d'engager Willis aurait dû être récompensée tant elle est belle. Un héros qui a peur de mourir, cela faisait longtemps et c'est rafraîchissant. Acteur, chanteur doué à l'harmonica, je vous conseille ces deux albums qui sont absolument excellents, capables de passer de la comédie à l'action en un claquement de doigts et dont 2022 nous apportera la mauvaise nouvelle de sa maladie dégénérative qui l'oblige à s'arrêter. Le monde va le connaître sur la série Clair de Lune avec Sybil Shepherd de 1985 à 1988 et celle-ci s'arrêtant, c'est l'explosion avec Die Hard. Je vais te tuer, ordure, et je vais te faire cuire, et je vais te bouffer. Né en 1955 en Allemagne sur une base américaine, Bruce Willis va traverser Hollywood pendant 40 ans, même si les années 2010-2020 ne sont guère intéressantes à cause de sa maladie. Il va créer le personnage de son alter ego, Bruno Radolini, un légendaire chanteur de blues dont il fera un album et un faux documentaire. Entre Die Hard et ses 4 suites, il sera le héros du bûcher des vanités de Brian De Palma, Hudson Hawk de Michael Lehmann, le dernier Samaritain bien sûr de Tony Scott, La mort vous voici bien de Robert Zemeckis, Piège en eau trouble de Roddy Harrington, Pulp Fiction de Cutty, L'armée des 12 singes de Terry Gilliam, Armageddon de Michael Bay, Le sixième sens et incassable de M. Night Shyamalan et tellement d'autres. Les films dans lesquels l'acteur a tourné ont rapporté près de 3 milliards de dollars au box-office américain et 7 milliards au box-office mondial, ce qui en fait le 8e acteur le plus rentable de l'histoire du cinéma. Quel imbécile. Le point avec les orteils.
Bruce Willis s'est marié avec l'actrice Demi Moore en 1987. Ensemble, ils ont eu 3 filles. Leur divorce fut prononcé en 2000 après 13 ans de mariage. Désormais, il est marié avec le mannequin Emma Heming avec qui il a eu 2 filles. En mars 2022, la famille annonce qu'il souffre d'aphasie, un trouble du langage, et qu'il met un terme à sa carrière d'acteur. Alors on ne peut pas penser à Bruce Willis, bien sûr, sans sa voix française, celle de Patrick Poivet, à qui il est éternellement lié, sauf par un connard qui en décida autrement, à une grande époque. Poivet, qui nous a quittés en juin 2020, fut très actif dans le doublage, avec les voix de Kyle MacLachlan sur la série Twin Peaks saison 1, 2 et le film, Don Johnson au ciné et en série, de Flic et Miami et j'en passe, Tom Cruise sur Top Gun et bien sûr d'autres films, Mickey Rourke en début de carrière, Michael Biehn dans Terminator, Emilio Estevez dans les Young Guns 1 et 2, Mark Harmon dans Presidio, c'était lui aussi, Tron dans le rôle de Tron, Palmer dans The Thing, Richard Chance dans Policera Los Angeles, Bob Morton dans Robocop ou Hawkeye dans le dernier des Mohicans de Michael Mann. La prochaine fois que t'auras l'occasion de tuer un mec, n'hésite pas. Merci beaucoup du conseil. À la télé, c'est la dinguerie, ainsi que dans les jeux vidéo, autant que les pubs et la radio. Un petit voleur minable. Un voleur exceptionnel, Madame McClane. Et dans la mesure où je vais vous emmener avec nous, je vous conseille d'être plus poli. Le fabuleux acteur anglais à la diction mémorable en VO, Alan Rickman, joue ici donc le faux terroriste mais voleur exceptionnel Hans Gruber. C'est ici étonnamment son premier film, il avait beaucoup travaillé au théâtre ou dans des téléfilms avant, et il est absolument fabuleux. Les dirigeants de Nakatomi veulent régner sur le monde. Nous venons pour leur enseigner le vrai usage du pouvoir. D'une classe absolue, on verra bien sûr Alan Rickman dans Monsieur Quigley, l'Australien de Simon Windsor, Robin des Bois, Prince des voleurs de Kevin Reynolds, où il y joue un shérif de Nottingham hilarant et hystérique, Raison et sentiment de Ang Lee, bien sûr, Galaxy Quest de Dean Parizeau dans une sorte de Spock sur le retour dépressif et drôlissime, Love Actually de Richard Curtis et bien sûr le Severus Rogue des Harry Potter, à croire que le personnage avait été écrit pour lui. Mais cette fois, John Wayne ne s'éloignera pas dans le soleil couchant avec Grace Kelly. C'est Gary Cooper, connard. Le personnage est doublé ici par Pascal Renwick, voix exceptionnelle de Laurence Fishburne, Arnold Schwarzenegger dans Running Man et Terminator 1, Charles Dutton dans Alien 3 ou Ron Perlman dans la série La Belle et la Bête. On va régler ça entre nous. Karl Wretzky, l'homme de main de Gruber, est joué par Alexander Godunov, avec qui McClane aura maille à partir tout le long du film, ce dernier ayant tué son frère. Leur combat reste anthologique, plein d'huile, de métal et de fureur. Godunov est un danseur et un acteur soviétique naturalisé américain. C'est un réfugié politique aux États-Unis dans les années 70 et il va jouer dans quelques films comme Le Witness de Peter Weir ou Waxwork 2. Fais-moi un sourire, les affaires reprennent. Il meurt d'une hépatite causée par son alcoolisme à seulement 45 ans en 1995. Bernard Métro le double, même s'il y a très peu de dialogue. Il est connu pour faire les voix de Bill Murray, Peter Stormare, Horatio Kane dans Les Experts à Miami et Bruce Willis dans le film dont il ne faut pas parler. Madame McClane. Holly Gennaro McClane, presque ex-femme du héros, est jouée ici par Bonnie Bedelia, actrice à la filmographie bien torchée. Très heureux de faire votre connaissance. On l'a vu dans Les Vampires de Salem de Tobe Hooper, 58 minutes pour vivre, la suite de ce film où elle reprend son rôle. Présumé innocent d'Alan J. Pakula aux côtés d'Harrison Ford, Le Bazar de l'épouvante de Fraser Easton, le fils de Charlton Heston, tiré du roman de Stephen King avec Ed Harris, et dans de nombreux téléfilms et séries. John. Vous avez fait connaissance ? Elle est doublée ici par Anne Deleuze, excellente dans son domaine, entendue sur les voix de Lara Flynn Boy, Kim Grace dans Manhunter de Michael Mann, Francesca Annis en Dame Jessica dans Dune de David Lynch, et beaucoup de voix pour la télé. Qui est en contact avec eux? C'est moi, monsieur. Sergent Powell, Al Powell. L'idée fabuleuse de mettre en connexion le héros avec un simple flic, Al Powell, est lumineuse. Interprété par Reginald Johnson, au talent comique indéniable. Le FBI est là, vous avez dit? Oui, monsieur, ils viennent d'arriver.
Tenez ça. Une mande pour la laine. Powell va nous lâcher des phrases hilarantes et devient aussi un ressort dramatique lors de l'échange des talkies avec John. J'ai tué un gosse. Il avait 13 ans. On a vu Johnson dans le Wolfen de Michael Wadley, SOS Phantom de Ivan Reitman, ou Remo sans armes et dangereux de Guy Hamilton, ainsi que Crocodile Dundee. Vous avez entendu? Ouais, apparemment on s'est fait avoir. Sans blague, explique-moi. Il reviendra sur la suite, mais bien moins longtemps malheureusement, et il est doublé ici par Roger Lumont, la voix de Norris dans The Thing de John Carpenter, le père Faunescu dans La Forteresse Noire de Michael Mann, ou Christopher Lloyd en Klingon dans Star Trek 3 à la recherche de Spock de Leonard Nimoy. Faudrait pas être à votre place le jour où je vous Tu aurai. préfères la tienne? C'est pas de ma gueule à moi que le pays tout entier s'est foutu en la voyant à la télé. Pas du tout aidé dans tout ce merdier, John et Hal vont devoir avoir affaire avec le chef adjoint Dwayne T. Robinson, absolument incapable mais drôlissime, interprété par un grand Paul Gleason, très en forme, que l'on a souvent vu dans les rôles de connard, comme dans Un fauteuil pour deux de John Landis, ou Breakfast Club de John Hughes en surveillant con. Il est doublé par Jean-Luc Kaiser, un doubleur de talent, comme les voix de Jonathan Pryce, Gorman dans Alien Le Retour, Peter Weller dans Robocop 2 d'Irving Keschner et beaucoup de voix pour la télé. Laissez-moi entrer ou j'appelle le service d'immigration. Comprendez? Écoutez. Alors il est très rare de voir William Atherton dans le rôle d'un gentil, même sur le premier film de Steven Spielberg, Sugarland Express, c'est quand même un gars en fuite. Va te faire foutre! 4, 3, 2, 1. Harvey, tu as l'antenne. Ici, en saloperie de reporter prêt à tout pour être au centre d'un sujet, il va aller jusqu'à mettre en danger John McClane et sa femme. Il est d'une stupidité très intelligente, c'est une ordure qui mérite son pain dans la gueule. Maintenant que vous êtes sorti vivant de cette terrible aventure, quelle est votre réaction? On a pu voir Atherton en Walter Peck qui fout la merde en éteignant la cage aux fantômes du SOS Phantom de Ivan Reitman. Il reviendra aussi dans la suite de Die Hard et est remarqué dans de nombreuses séries. Me dis pas que t'as raté ça. Non, je l'ai eu. Ils vont en faire une gueule sur Canal 5. Sa voix française est de Bernard Voringer, qui doublera Harrison Ford dans le Apocalypso de Coppola, Robert Foster dans Le Trou Noir de Gary Nelson, Rutger Hauer dans La chair et le sang, ou Jürgen Progno dans Le flic de Beverly Hills 2 de Tony Scott. Alors, ça t'ennuierait de presser un peu le mouvement? La police est là, c'est à elle de régler le problème. Dis à ces messieurs où sont les détonateurs et arrêtons les dégâts. Art Bockner, qui joue Ellis, un connard cocaïnomane de l'entreprise Nakatomi, il va faire le malin pendant tout le film et se retrouver dans la merde par sa seule envie de tirer la couverture à lui. C'est ma vie que je risque en ce moment pour toi. Ellis, écoute-moi bien s'il te plaît. John, ne dis plus rien, ferme-la, tu m'entends? On a pu le voir en semblant de beau gosse dans le Supergirl de Janos Wart, complètement bené il est vrai, et il est aussi doublé dans le film par Bernard Voringer qui fait donc deux voix. Je suis à la recherche de... Oli Gennaro. Oui. Vous devez être John McClane. Joe Takagi. Bonjour. La voiture vous attendait? Oui. Joseph Yoshinobu Takagi est joué par James Shigeta que l'on avait vu dans le Yakuza de Sidney Pollack et de nombreuses séries télévisées américaines. C'est l'argent que vous voulez? Quel genre de terroriste êtes-vous donc? Il est doublé ici par Jean-Pierre Delage, voix de John Hammond dans Jurassic Park par exemple, ou le Dr. Sid Berman dans Terminator 2. Je suis Dwayne Robinson, c'est moi qui suis responsable des opérations. Vous ne l'êtes plus. Robert Davi et Grande L. Bush, respectivement Johnson et Johnson, pas de parenté, agent du FBI complètement bourrin et trop sûr d'eux. Je suis l'agent Johnson et voici l'agent spécial Johnson. Oh, enchanté. Aucune parenté. On a pu voir Robert Davi dans Les Goonies de Richard Donner, Le Contrat de John Irving, Action Jackson bien sûr de Craig Baxley, en méchant dans Le Permis de tuer de John Glenn, Maniacop 2 de William Lustig. Bien sûr, Predator 2 de Stephen Hawkins. Il est doublé ici par Michel Bonne. C'est beaucoup plus simple. On les laisse mijoter encore un moment et on leur envoie les hélicoptères. Et ils l'ont dans le cul. Bush, qui joue donc son comparse Johnson, toujours sans rapport, a été vu dans Colors de Dennis Hopper, Les rues de feu de Walter Hill, L'arme fatale 1, 2 de Richard Donner, et bien sûr aussi Le permis de tuer de John Glenn. Il est doublé par Greg Germain, la voix de Will Smith. Et je suis Gail Wallens. Je suis chargée de vous présenter les nouvelles de 22h. Marie-Hélène Trainor, la femme du réalisateur de Robert Zemeckis que l'on aime beaucoup et qui est malheureusement décédée en 2015, est ici Gail Wallens, une présentatrice de télévision. On l'a vu dans de petits rôles, dans Les Goonies de Richard Donner, À la poursuite du diamant vert, Retour vers le futur 2 de son mari, L'arme fatale 1 à 4
de Donner là aussi, SOS Phantom 2 de Ivan Reitman, Action Jackson de Craig Baxley, Ricochet de Russell Mulcahy, où elle reprend même son rôle de Piège de cristal puisqu'elle s'appelle Gay Wallets. On vient de renvoyer les pompiers. Pas de chance. Andreas Wisniewski a été vu en garde du corps de Max dans le premier Mission Impossible et, parce que personne ne l'a jamais mentionné, il est aussi le contact de The Fog dans Mission Impossible Protocol Phantom et il remet d'ailleurs à Tom Cruise le même masque que dans le premier. Cruise en fait une private joke par son regard, par le masque, c'est très drôle. Personne viendra à ton secours. L'acteur sera aussi le formidable assassin de Tuer n'est pas joué, 007 avec Timothy Dalton, où livrer le lait de façon explosive. Willem von Homburg, qui joue James, a été vu en Vigo, bien sûr, dans SOS Phantom 2 ou L'Antre de la Folie de John Carpenter. Ancien boxeur assez politisé, il finira dans son van avec son chien, mais sans un sou. Il va mourir d'un cancer de la prostate au Mexique en 2004. Uli, un fan de barres chocolatées, Crunch, est joué par Al Leong, que l'on a vu dans plus de films que je ne peux me souvenir. C'est un cascadeur et un acteur, on a pu le voir dans de gros films comme Les Aventures de Jack Burton, Dans les griffes du Mandarin. Je ne connais pas ce film et je trouve que l'on en parle beaucoup dernièrement, il serait temps que je fasse une vidéo, oui je sais. L'arme fatale en Enzo, où il y torture Martin Riggs, Action Jackson en chauffeur de Delaplane, Black Rain, un des hommes de main de Sato, et 10 000 autres petits rôles. Allez. Il faudra attendre 14 ans pour pouvoir enfin écouter la musique de Michael Kamen pour la première fois. Nous nous contentions à l'époque d'un seul morceau dirigé par John Scott sur la compilation Screen Themes chez Varese avec le morceau Terroriste, le moment où les méchants arrivent dans le building. La musique du film est composée par le grand et regretté Michael Kamen, donc il va utiliser dans le film par obligation la symphonie numéro 9 de Ludwig van Beethoven et notamment l'hymne à la joie. Qui a été imposé par les studios. Il va utiliser également des éléments à sa demande de Singing in the Rain pour le thème du personnage incarné par Clarence Gilliard Jr. Theo, parce que le compositeur se dit qu'après tout, ils ont les moyens d'acheter les droits. Quand John McClane et Powell se rencontrent pour la première fois, lors du final, c'est un morceau de la musique du film Man on Fire de Eliu Shuraki, écrit et composé par John Scott. Morceau intitulé We've Got Each Other. Et pour la scène suivante, la scène où Carl apparaît donc avec son fusil, la musique composée qui ne plaît pas à McTiernan va être remplacée et L'Oréal va piocher dans le catalogue musical de la Fox et aller nous chercher le morceau écrit par James Horner pour Aliens Le Retour, Résolution et Hyperspace. Mis à part ces petits ennuis, Michael Kamen, comme le film, va nous écrire une musique spectaculaire et complètement folle. Kamen explose avec L'Arme Fatale, bien qu'ayant écrit peu de temps avant des gros films anglais comme Brazil ou Highlander. Le doublé Arme Fatale Die Hard va le classer dans les compositeurs de films d'action, alors que quand on connaît le bonhomme, sa sensibilité y est évidente. Les deux scores d'action précités ont beaucoup en commun, le thème très westernien du cowboy pour le héros à la guitare, comme il va le faire d'ailleurs sur Roadhouse, et est même souligné lors d'un dialogue où Gruber l'appelle John Wayne et McClane va rétorquer Roy Rogers. Sa fragilité humaine sera soulignée par un autre thème que l'on entend un peu plus tard dans le film et qui servira sur les autres films de la saga. La vraie différence avec Lethal Weapon, c'est bien sûr cette obligation de travailler l'hymne à la joie de Beethoven et Chantons sous la pluie ou Winter Wonderland dans la musique.
Toutes ces petites musiques vont donc se retrouver disséminées dans la musique avec un talent plus que certain, et des morceaux brutaux et inouïs qui violentent l'orchestre parsèment le film et l'écoute et le rend tout à fait jubilatoire, voire nous rincer à l'écoute, tant la musicalité y est profonde et travaillée. Bouge pas, reste où tu es. Jette ton arme et avance pas. Vite, jette ton arme, je te dis. Jette ton arme. Jette ton arme ou je tire. The Roof, The Fight Going After John Again, Welcome to the Party, Assault on the Tower et bien sûr tout le final, dès l'apparition des hélicoptères, resteront pour moi des morceaux dingues et qui, si vous les écoutez en voiture, vous feront risquer votre permis. Attention, Marco, baisse-toi. Kamen va écrire tout au long de sa carrière des morceaux d'une douceur et d'une poésie sans commune mesure. Une de ses dernières compositions, d'ailleurs, celle d'Open Range, le dernier western de Kevin Costner en date, en est la preuve. Ou le final du Géant de fer du film de Brad Bird. You are who you choose to be. Superman. Mais bordel de cul de pompe à merde, qu'est-ce qu'il était bon dans l'action. La bande originale donc n'est pas commercialisée avant février 2002 en édition limitée à 3000 exemplaires chez Varese Sarabande. Un bootleg nous avait un petit peu soulagé la grappe pendant quelques temps avant. L'album est ensuite réédité chez La La Land Records en novembre 2011 dans une version double CD pressée à 500 copies. En plus des compositions originales de Michael Kamen, cette version contient le Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow de Von Monroe, Christmas in Holly de Run DMC. Puis en 2018, La La Land Records ressort une version 30e anniversaire, enfin triple CD, limitée lui à 5000 exemplaires, cette fois avec tout un tas de morceaux inédits et fleuves. Il y a même un morceau où Kamen tente un rap, c'est assez drôle, un bonheur pour les fans, il était temps. Alors à la première vision de Piège de cristal, on a l'impression que c'est le premier véritable film d'action que l'on regarde tant il est parfait, absolu, à l'état pur. Piège de cristal reste à jamais un film qui ne sera que peu égalé en termes d'efficacité d'action et de pure folie explosive. Je lui mets bien sûr la note de 8 sur 6, parce que c'est toujours un plaisir d'assister à la confirmation d'un réalisateur, mais aussi à un changement dans un genre et la naissance de personnages et d'une autre façon de filmer. J'espère que vous serez d'accord avec moi, je pense que j'aurai quand même là plus de pouces hauts que de pouces bas, j'espère. Dites-moi surtout dans les commentaires ce que vous en pensez, que vous aimez ce film à la folie, on en parle, on se répond, et je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas de vous abonner, c'est gratos, et on revient avec du très lourd. Bye bye. Oh, the weather outside is frightful.